Salut à tous, merci de rejoindre Africanité, le magazine Culture et Société de TV5 Monde. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour évoquer ce mois-ci le thème des tontines et de la microfinance. Je ne serai pas seul puisque très bien accompagné. Christian Éboulet est à mes côtés, mais également de nombreux invités ainsi qu'un grand témoin. Cyril Konchou, soyez le bienvenu. Vous êtes un fils de la diaspora africaine, fondateur d'Enco Capital et Enco Éducation. Alors avant d'évoquer votre parcours, votre réussite et surtout votre retour au cœur du continent, je propose de découvrir le portrait qu'Africanité a dressé de vous. Dans la famille, Cyril, c'est un peu celui qui réunit tout le monde et qui fait l'homme du compromis dans la famille. Cyril a toujours été très diplomate et toujours été un ambassadeur en fait de toutes les causes. Cyril Konchou, c'est le petit garçon en bas à droite de cette photo, juste au pied de son père, Joseph Konchou. Né à Yaoundé, au Cameroun, en août 1967, il est le troisième d'une fratrie qui compte 7 enfants, 4 garçons et 3 filles. Cyril a tout juste 13 ans lorsque sa famille et lui se retrouvent à Courbevoie, en région parisienne. Son père venait d'être détaché à l'ambassade du Cameroun en France. Donc regarde au 3e étage, tu vois l'immeuble qui a connu notre premier appartement. C'est un immeuble où on a découvert les joies de la vie en appartement. Contrairement à la situation au Cameroun, on était dans des villas avec un grand jardin. Le départ pour la France, ils sont partis même très jeunes, puisqu'ils m'ont suivi. J'étais nommé à l'ambassade du Cameroun, il fallait bien les amener. Ils sont venus avec leur maman. Ils ont très bien vécu cette période parce que d'abord, ils étaient tout petits et ils n'ont pas ressenti la transition parce qu'on était en famille. À force de travail et d'acharnement, Cyril effectue de brillantes études à Sciences Po Paris d'abord, puis à la prestigieuse université de Harvard quelques années plus tard, en 1995. Il en sort 2 ans après et intègre directement la filiale londonienne d'une grande banque d'affaires en qualité d'analyste financier. Le jeune homme se fait très vite un nom et est considéré comme l'un des meilleurs analystes financiers africains par l'hebdomadaire Financial Mail. Mais en 2000, il quitte le confort de sa vie à Londres pour s'installer en Afrique du Sud où il crée Liquid Africa, une plateforme en ligne d'information financière sur l'Afrique. Un projet né après la libération de Nelson Mandela en 1990. À l'époque déjà, il était persuadé que de nouvelles perspectives allaient s'ouvrir pour l'Afrique du Sud et le reste du continent. Depuis, la trajectoire de Cyril suscite de l'admiration au sein d'une partie de la jeunesse africaine. C'est une partie assez infime de la population qui est intéressée par ce genre de trajectoire-là. Parce qu'au quotidien, les gens sont vraiment écrasés par des soucis immédiats qui sont d'un tout autre ordre. C'est certain qu'il y a une forme d'attirance qui peut motiver et qui peut même susciter certaines carrières, certaines trajectoires, mais l'idée, c'est qu'il faut relativiser parce qu'encore une fois, vu que les soucis du quotidien sont très importants et que le peu de temps que l'on a, les distractions que l'on a, c'est surtout les médias, on est plus enclin à être influencé par la trajectoire d'un Didier Drogba, d'un Samuel Eto'o ou d'un Manu Dibango que par celle d'un économiste, aussi brillant soit-il. En 2004, Cyril épouse à Paris Evelyne Gomis, une jeune Ivoirienne rencontrée quelques années plus tôt aux États-Unis. Le couple a aujourd'hui 2 enfants, Charles-Philippe et Emma, la petite dernière. Depuis 2008, Cyril s'est aussi associé à son frère Alain pour lancer Enco Capital, une structure orientée vers la gestion de fonds et l'investissement en Afrique. Fidèle à son héritage familial, il vient de lancer Enco Éducation, un réseau panafricain d'écoles privées de qualité destiné aux classes moyennes et qui s'inspire du groupe La Gaîté, créé il y a plus de 20 ans par sa mère. Vous regardez Africanité sur TV5 Monde. Merci d'aller réagir sur notre site tv5monde.com, de réagir à ce sujet que nous évoquons en compagnie de notre invité fil rouge aujourd'hui, Cyril Konchou. Une première réaction à ce portrait qui retrace votre vie, votre parcours? Vraiment une émotion très forte et très grande. J'avoue que c'est vraiment tous les souvenirs d'enfance et je suis surpris, effectivement, vraiment bravo pour le travail de qualité que vous avez fait parce que je ne m'y attendais pas, je dois avouer. C'est un exercice, c'est vrai, auquel je n'ai pas l'habitude de me livrer. Et c'est important de finalement voir la cohérence que vous arrivez à mettre à ce que moi j'ai vécu finalement comme différentes étapes de la vie, quoi.
Et non, vraiment, en tout cas, bravo pour ce travail qui, finalement, pour moi, est un travail d'introspection. Alors, on l'a vu, vous avez fait de brillantes études, mais la vie n'a pas toujours été facile, surtout à l'époque où vous étiez en France. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi, en quelques mots ? Oh, écoutez, la vie n'a pas été facile parce que bon, la transition du Cameroun vers la France n'a pas été évidente. Hein. C'était la première fois que je quittais le Cameroun. Donc, je me souviens être arrivé un jour de décembre 1981. Le premier souvenir que j'ai, c'est le froid. C'est la première confrontation avec le froid. Mais de façon plus sérieuse, c'est vrai que ça a été à la fois au plan social, au plan des amitiés. J'ai dû me refaire des amis. Et effectivement, j'ai été dans un environnement qui est totalement différent en fait, de ce que j'avais connu au Cameroun auparavant. Vous avez gravi les échelons de la réussite un à un. L'un des messages que vous voulez faire passer, c'est qu'il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas de fatalité à l'échec. Non, absolument, il n'y a pas de fatalité à l'échec. Hein. Je pense que vraiment, je ne considère pas que j'ai des qualités exceptionnelles. Hein. Je pense que je suis surtout besogneux et appliqué. Mais je pense qu'il y a surtout en moi, je pense à une détermination, une volonté de réussir, en fait, qui est effectivement le résultat de ce parcours et toutes les étapes que j'ai connues. Alors, vous investissez aujourd'hui dans l'éducation. On sait que c'est un secteur sinistré en Afrique, comme d'autres, la santé par exemple. Pourquoi ce choix? Et c'est pourquoi? C'est pour s'enrichir? Ah, certainement non. Je ne pense pas être très matérialiste. Hein. Vraiment, je pense que le choix de l'éducation, c'est le moyen pour moi, finalement, de pouvoir donner l'opportunité aux autres, pouvoir faire partager aux autres les opportunités que j'ai eues. C'est vrai que j'ai eu la chance, en fait, dans ma carrière, les études m'ont permis d'arriver où je suis. Et vraiment, j'aimerais faire partager cette expérience, ces opportunités aux autres Africains. Alors, vous avez donc connu les plus grandes écoles. La légende raconte que vous avez croisé un futur président à Sciences Po? Oui, tout à fait. Effectivement, en deuxième année de Sciences Po, donc c'était en pleine période de cohabitation. La première cohabitation. Et vous savez, en fait, la légende veut qu'à Sciences Po, quand le gouvernement est à droite, les professeurs sont à gauche. Donc effectivement, on avait beaucoup de professeurs qui étaient de gauche, et donc j'ai eu la chance d'avoir le président Hollande comme professeur d'économie, analyse économique approfondie, exactement, je me souviens du cours. J'ai eu également Pierre Moscovici, le ministre Moscovici, qui était un des professeurs à l'époque. Alors, vous êtes hyper diplômé, vous gravissez donc tous les échelons, on l'a dit. Est-ce que vous avez connu ce que l'on appelle pour un Africain hyper diplômé le fameux plafond de verre? En France, en tout cas, parce que vous avez une expérience aux États-Unis et en France. Tout à fait. C'est vrai que le plafond de verre, je pense que je l'ai connu, même si j'ai eu la chance, en fait, pour être très honnête, vraiment d'intégrer les meilleures sociétés. En fait, après mes études à Sciences Po, j'ai été recruté par le cabinet Andersen. Mais c'est vrai que très vite, après 3-4 années, je me suis rendu compte que les perspectives d'évolution étaient limitées. Et très vite, je me suis dit que finalement, si je voulais aller plus loin, il fallait que je me tourne vers l'Afrique. Donc, bien que finalement, j'ai passé très peu de temps en Afrique, puisque j'ai quitté l'Afrique à l'âge de 13 ans, j'ai eu en moi ce désir de revenir en Afrique, qui a été d'autant plus stimulé par les événements qui se passaient en Afrique du Sud, les premières élections démocratiques, la libération de Mandela, qui m'ont amené à m'y intéresser de plus en plus et de vouloir effectivement organiser mon futur autour de l'Afrique. Alors, le thème des tontines est un sujet qui passionne. Je vous propose de découvrir un reportage qui retrace l'histoire des tontines. C'est à ce banquier napolitain, Lorenzo Tonti, né au début du XVIIe siècle, que l'on doit la notion de tontine. Vers 1650, il réussit à convaincre le cardinal Mazarin de renflouer les caisses de l'État. Grâce à un appel de fonds publics, les souscripteurs se partagent ensuite les dividendes du capital investi. Les tontines sont nées. Un système à plusieurs variantes et qui plonge ses racines dans l'histoire lointaine des peuples du monde entier, en particulier en Afrique, où il se fonde sur le troc et sur la solidarité. Il y avait des tontines sur les récoltes et bien plus. Mais il est arrivé avec la venue de la colonisation que les populations ne pouvaient plus. Parce que le troc, l'échange qui était symbolique, était sur les besoins concrets.
les besoins de soutien, d'entraide. Et les tontines commencent à se décliner. Vous voyez l'évolution de l'aspect du troc, de l'échange, l'échange symbolique vers l'échange économique argent. Les gens autrefois pratiquaient des tontines en nature, comme on dit quelquefois. Par exemple, lorsque une tempête avait démoli les toits des maisons dans un village, au lieu que chacun se débrouille avec sa maison pour la réparer, eh bien, tout le village allait réparer le toit de la maison la plus abîmée, et puis ensuite celle de l'autre un peu moins, etc. Si bien que les gens se mettaient à travailler ensemble. Aujourd'hui, on fait la même chose, mais avec de l'argent. C'est le cas de ces femmes camerounaises. Nous sommes des filles et femmes et bonnets. Organisées en association depuis 1971, tous les mois, elles se réunissent chez l'une d'entre elles pour faire vivre leur tradition et resserrer les liens de solidarité qui les unissent. Aujourd'hui, elles sont une trentaine. En plus d'une cotisation annuelle et d'un fonds de secours, chacune participe à la tontine mutuelle de l'association. Un système d'épargne qui est la forme la plus simple des trois principaux types de tontines qui existent sur le continent. Selon un ordre et des modalités préétablies, chaque membre reçoit la contribution de tous les sociétaires. L'argent de la tontine me sert à réaliser beaucoup de projets. Notamment cette année, j'ai pu faire avancer les travaux de ma maison. Cette année, j'ai pris la tontine pour la rentrée scolaire. Du coup, j'ai tout terminé et je me retrouve, comme j'ai des enfants dans des écoles privées, donc j'ai pu payer. Ces dernières années, un peu partout en Afrique, les tontines commerciales et financières ont pris le pas sur les tontines mutuelles. Mais dans cette économie informelle, loin d'être équitable, le plus important, c'est qui prend l'argent en premier. Plus vous prenez l'argent tôt, plus vous êtes avantagé. Plus vous attendez, moins vous l'êtes. Alors, il y a plusieurs solutions pour décider quel est le tour de chacun. Ou bien chacun exprime ses besoins et il y a un responsable que le groupe a désigné, une sorte de président, si vous voulez, qui décide que, en fonction des besoins de celui-ci ou de celui-là, ce mois-ci, c'est celui-ci. Et puis il y a d'autres systèmes. Par exemple, on tire au sort. Et puis il y a une autre solution qui, effectivement, se développe pas mal maintenant, au moins dans certains pays, ce sont les enchères. Mise à prix 300 000 francs, une fois. 350 000. 350 000 une fois. 410 000 deux fois. Pas de regret. 410 000 trois fois adjugé. Et c'est extrêmement important. Au quotidien, certains, comme ce chef d'entreprise camerounais, se servent des tontines comme d'un instrument de gestion de trésorerie. Avec l'aide des banques et des tontines, il vient d'investir plusieurs millions d'euros dans ce site dédié à la boulangerie industrielle et à la production de biscuits. Ce modèle de tontine-là, c'est la 3e génération, c'est ce que nous sommes en train de faire là. Il faudrait qu'on accompagne maintenant les gens de manière durable. Si nous avons un membre qui veut faire un événement, qui veut faire un investissement de manière durable, on dit tiens, nous sommes capables de t'accompagner, mais nous aurons le droit de regard sur ce que tu es en train de faire. Ce qui est innovant parce qu'actuellement, lorsque nous vous donnons de l'argent, on ne sait pas ce que vous voulez en faire. Sauf exception, la plupart des tontines africaines, y compris les tontines financières, restent très attachées aux valeurs d'entraide et de solidarité. Un secteur qui continue de résister aux appétits du système bancaire classique, mais pour combien de temps encore ? Merci de rester fidèle à Africanité, le magazine Culture et Société de TV5 Monde qui ce mois-ci aborde le thème des tontines et de la microfinance en présence d'un invité de marque, un grand témoin, Cyril Konchou, mais d'autres personnalités qui nous ont rejointes. Il s'agit de Suzanne Belnoun, soyez la bienvenue. Vous êtes présidente de l'OFAD, l'organisation des femmes africaines de la diaspora. À nos côtés également Célestin Mayoukou, économiste et enseignant à l'université de Rouen. Alors Célestin Mayoukou, on l'a vu dans ce reportage, les tontines sont très présentes à l'heure actuelle encore en Afrique et puis un petit peu partout ailleurs dans le monde où les peuples noirs sont présents. Comment l'expliquez-vous ? Alors, c'est une question difficile que vous me posez là. Je vais essayer de répondre d'une manière un peu simple ou simpliste. Donc la tontine n'est pas simplement une logique financière, c'est une logique de solidarité. Et cette solidarité
peut aller à la solidarité de travail, à la solidarité en cas de malheur, en cas de bonheur, et c'est l'argent ou la finance n'est rentrée que plus tard avec le salariat. Et d'ailleurs, sur cette question d'argent avec le salariat, un célèbre musicien congolais, Paul Mundanda, et dans une de ses chansons, il dit, voilà, rentre dans les Kitemo, Kota Mukitemo, comme tu verras comment on travaille l'argent, comment on gagne l'argent. Donc la tontine est une logique d'épargne, d'abord. Et ensuite, comment la tontine s'est-elle étendue dans le monde, mais c'est aussi la migration africaine. La migration forcée, c'est de l'esclavage qui nous a touchés. On la retrouve aux Antilles, on la retrouve en Amérique, et on la retrouve un peu partout. D'ailleurs, elle est partie avec les Nigérians au XVe siècle, qui l'ont amenée avec eux, avec l'esclavage. En Yoruba, ça s'appelle le soussou. Et bien sûr, aujourd'hui, c'est le terme tontine. J'espère que j'ai répondu à votre question, monsieur le journaliste. Suzanne Belnoun, on a parlé de troc, de solidarité autour des valeurs qui promeuvent les tontines. Comment est-ce que vous, en tant que femme, vous avez vécu l'expérience de ce système qui existe donc depuis très longue date en Afrique? Bien, merci de cette invitation et de la reconnaissance et la valorisation des actions de femmes. Pour répondre à votre question, les tontines, ce n'est pas seulement de l'argent. Les tontines, c'est un mode de vie. Les tontines, c'est une organisation sociétale. Donc l'argent n'est qu'une partie. Souvenons-nous, moi j'avais tout le plaisir pendant les vacances d'aller au village retrouver ma grand-mère. Et pourquoi? Parce que pendant les travaux champêtres, les femmes s'organisaient en groupe pour aller travailler un jour à l'autre dans le champ d'une d'elles. C'est une tontine. Donc elles se regroupaient pour pouvoir faire de grands champs. Elles se mettaient ensemble et il y avait c'était des périodes, des moments de festivité et de joie que l'on partageait tout en travaillant. Alors, je pense que ce mode de tontine a changé avec l'arrivée des femmes en ville, où, effectivement, avec le commerce et tout, elles ont trouvé le moyen d'épargner leur argent, mais contrairement à ce qu'on dit, que parce que les Africains ont souvent des problèmes au niveau de la banque, on trouvera qu'il y a des personnes qui ont même des comptes bancaires qui participent, qui adhèrent aux tontines. Donc ce n'est pas un problème d'accès aux produits bancaires, mais c'est plutôt une organisation sociétale, parce que la banque ne va pas pleurer mes morts. La banque ne viendra pas organiser le mariage de ma fille. La banque ne va pas organiser le baptême. Bien entendu. Cyril Conchou, quand on voit ces images et qu'on est dans la haute finance comme vous, comment est-ce qu'on perçoit les tontines? Écoutez, on perçoit les tontines comme un instrument essentiel. Finalement, je pense que la réussite des tontines reflète les faiblesses et les lacunes du système bancaire en Afrique. Vous savez, le taux de bancarisation en Afrique n'est que de 10%. Donc en moyenne, la plupart des Africains n'ont pas de compte bancaire. Et puis, la difficulté aussi des banques qui ne prêtent pas facilement, en fait, en Afrique, de crédit à la consommation, de crédit est très difficile à obtenir. Donc je pense que les tontines jouent un rôle essentiel et progressivement sont passées vraiment d'un instrument de solidarité à vraiment un moyen de mobiliser les fonds qui concurrencent le système bancaire, finalement. Alors, M. Mayuku, il y a différents types de tontines. Il faut vraiment préciser qu'il y a des tontines financières, des tontines commerciales, des tontines mutuelles. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots comment tout ça fonctionne, de manière à ce que tout le monde comprenne? OK. Donc, la forme simple de la tontine, c'est celle qu'on appelle la tontine mutuelle. La tontine mutuelle, c'est 5 femmes, 10 femmes se retrouvent et chacun met une mise d'une somme définie par elle-même. Ça peut être 1000 francs CFA ou 10 000 francs CFA, ça fait 10 000. Et ensuite, une fois que la cagnotte est constituée, c'est là que commence tout le problème. Comment on la redistribue? Et cette fois-ci, c'est la logique de redistribution qui va changer. Elle peut se faire par consensus. Elles se mettent d'accord et désignent, c'est vous qui la prenez. Soit elle peut se faire par tirage au sort ou alors par enchère. Et donc cette troisième forme de tontine, c'est la plus développée au Cameroun. Et on parle même vendre de l'argent, acheter de l'argent.
Alors, il y a également d'autres formes de tontines, qu'on appelle les tontines financières ou les tontines commerciales, qu'on appelle en règle générale le tontinier. Cette fois-ci, c'est un individu, femme, homme, qui va proposer à d'autres de pouvoir lui confier une partie de votre épargne qu'il va épargner pour vous et qu'il va vous restituer, moyennant bien sûr un petit service que vous lui paierez, avec donc un taux d'intérêt négatif. Cette forme de tontine est fortement développée en Afrique de l'Ouest. Elle vient du Nigeria, s'est développée au Bénin et elle a été amenée par la migration des Africains de l'Ouest en Afrique centrale. Au Cameroun, on l'appelle même Aladji. Au Congo, on l'appelle Mobikisi, sauveur. Il faudra faire un lexique panafricain. Suzanne Belnoun, le rôle moteur des femmes dans le développement, il est prégnant et vous le constatez tous les jours, grâce notamment à ces 40 associations qui, parfois par les tontines ou par d'autres systèmes collectifs, permettent de générer une plus-value qu'elles redistribuent et une plus-value, j'allais dire, à dimension sociale. Mais bien sûr, si les femmes sont les poumons de l'Afrique aujourd'hui, on peut dire c'est en gros grâce aux tontines. Puisque, comme disait M. Conchou tout à l'heure, les Africains ont du mal à avoir accès au système bancaire, et particulièrement les femmes. Alors, elles ont trouvé ce système qui leur permet aujourd'hui de payer la scolarité, de se soigner, de faire de la prévention et de trouver même des fonds pour créer leurs activités. Et plus on en crée, plus on est dans les tontines, plus nous mettons un peu plus d'argent pour développer même des activités. Donc, les tontines sont incontournables. Je le dis même parfois aux agents de microfinance que vous ne pouvez jamais être les concurrents de la tontine. Alors, on pourrait en développer encore autour de ces considérations pendant de longues minutes. On vous remercie, Suzanne Belnoun, en rappelant que vous venez de mettre en place un forum qui rallie bien sûr de nombreuses forces autour du combat déployé par ces femmes, les femmes migrantes, celles qui sont restées au cœur du continent. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'OFAD, l'organisation des femmes africaines de la diaspora. Nous vous remercions, ainsi que Célestin Mayoukou, qui est l'auteur de ce livre. Merci de nous l'avoir confié, Le système des tontines en Afrique. Vous parlez donc d'un système bancaire informel paru aux éditions L'Harmattan. Merci à tous les deux et bon retour au bercail, donc des joutes au bénéfice du développement. Pour la suite de ce dossier, nous aborderons les liens qui peuvent être établis entre les tontines et la microfinance avec de nombreux et nouveaux invités. Mais tout de suite, place à un état de lieu de ces questions. À l'heure actuelle, 80% de la population mondiale est exclue du système bancaire formel. Mais depuis la crise bancaire des années 80, la microfinance prospère en Afrique, où elle bénéficie des conditions favorables créées par les tontines. The old model of the economy is not a satisfactory one because it rejects so many people from that system. That's why we have financial crisis. If you could make it inclusive so that nobody is outside that system, we can bring the balance to it. Aujourd'hui, la microfinance se présente comme une offre de services financiers aux exclus du système bancaire. Il y a des personnes qui ont un petit peu d'argent et qui vont déposer, d'autres qui ont besoin et qui vont emprunter. Donc c'est l'argent des uns qui est prêté aux autres. Et il y a entre les deux une institution, un organisme qui fait ça. Fin 2011, pour la seule région Afrique de l'Ouest, on comptait près de 800 institutions de microfinance, contre une petite centaine 20 ans auparavant. Sur la même période, le nombre de bénéficiaires est ainsi passé de 300 000 à plus de 12 millions. C'est à cette population que s'adresse l'ONG française Planète Finance. L'idée de Planète Finance m'est venue en rencontrant Mohamed Younous en 1989. Il était alors le président d'une toute petite institution, Grameen, et j'ai trouvé que c'était un concept formidable et j'ai voulu le développer à travers le monde. Nous avons commencé Planète Finance il y a maintenant presque 12 ans. Nous sommes maintenant 1500 collaborateurs, tant en France que dans 80 pays du monde.
bihi ganda ka bi piɛri na dari to ka naawuni ti chɛ ka matan turinima daa yi polo planas yina ban zaŋ ti jooni ba ka bi mi ra n-nyɛ pa dariga ŋɔ maa titi. De taille beaucoup plus modeste, l'institution malienne de microfinance CAFO-Guinée octroie elle aussi des crédits à ses clients avec l'aide de la BOAD, la Banque ouest-africaine de développement. L'accès à la ligne de financement de la BOAD a révolutionné les habitudes dans de nombreuses zones de production du sud du Mali. Depuis que CAFO-Guinée est au village, j'ai l'habitude de prendre du crédit. Le dernier crédit que j'ai contracté et que j'ai remboursé a été sur la ligne BOAD. J'ai pris 1,5 million de francs CFA pour renforcer mon élevage. Institution commune aux États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, la BOAD contribue ainsi au développement de la région. C'est un moyen efficace d'atteindre des causes qui jusque-là étaient en marge de l'accès au crédit. Il me paraît essentiel que ce type d'expérience soit renforcé et soit démultiplié, pas seulement au Mali, mais dans tous les autres États de l'UEMOA, pour permettre aux populations les plus défavorisées dans nos différents pays de pouvoir accéder aux moyens de production par le crédit. Beaucoup estiment cependant que la microfinance ne constitue pas véritablement un outil de lutte contre la pauvreté. C'est le cas de l'association de solidarité internationale CARE. Depuis plus de 20 ans, aux 4 coins du monde, elle soutient les associations villageoises d'épargne et de crédit. Ce système d'épargne villageoise s'inspire des tontines. Organisées en association, les femmes mettent en commun leurs économies. Pour améliorer la vie de leur famille, elles épargnent, empruntent et remboursent en dehors de tout système bancaire. Numéro 19. Pentrikanito tam fikambana na vesela io zany de misy mpampindramam-bola koa de misy fampiasana vola. De zaho zany de sy nanaka nadiary nagniry de nagniry aza zaho fa niditra tamin'ny namporisika anazy sady niditra tamin'ny fikambanana hafa ndraika koa fikambanana vesela mi fa amantarako ny hoaviny faritra misy anazy de tena ivotry faritra misy anazy satria taloha de fikambanana avotra fogna nisy amin'ny vesela ankehitriny zao kosa de amin'ny magneran'ny zana-tanàna de efa miisa ho 3 ny isan'ny niditra agnatin'ny fikambanana. C'est Africanité que vous regardez. Merci de rester fidèle à TV5 Monde. N'hésitez pas à réagir sur notre site tv5monde.com ainsi que sur les réseaux sociaux. En présence de notre invité de marque Cyril Conchou, nous évoquons le thème donc des tontines et de la microfinance. De nouveaux invités nous ont rejoints. Mariam Sangaré, merci d'être avec nous. Vous êtes économiste et chercheur associé à l'Université de Paris 7. Soyez donc la bienvenue. À nos côtés également Joël Pain, directeur général de Planète Finance. Alors, Mariam Sangaré, on l'a vu dans le reportage, les institutions de microfinance font à la fois de l'épargne et du crédit. Pour les exclus du système bancaire, est-ce qu'on peut dire que la pauvreté est une filière lucrative? Alors, les institutions de microfinance telles que nous les connaissons actuellement, donc les institutions modernes, sont celles qui ont vu le jour au début des années 80, je dirais, et qui se sont surtout développées autour du microcrédit, donc l'offre de petits crédits aux exclus du système bancaire classique pour que ces personnes puissent entreprendre des activités génératrices de revenus et se sortir éventuellement de la pauvreté. Donc la microfinance s'est beaucoup développée et a eu le soutien international des institutions comme la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, surtout sur cette idée-là. Et bon, ce n'est pas pour rien que la microfinance fait partie des outils considérés comme clés pour atteindre les objectifs du millénaire, notamment la réduction de la pauvreté des masses. Donc c'est une activité qui... la microfinance, il y a plusieurs aspects et surtout les institutions ont différents statuts.
Et ce qui fait que c'est difficile aujourd'hui de parler d'une seule microfinance, finalement. Mais est-ce qu'elle prospère depuis notamment les années 90, vous l'avez dit, sur un terrain qui est celui de la pauvreté aujourd'hui en Afrique? Celui de la pauvreté, mais je dirais plus celui de l'exclusion bancaire et de l'exclusion, plus bancaire que financière finalement. Parce que financière, ça voudrait dire que la microfinance va sur des terrains où on n'a peut-être pas l'habitude des relations financières, ce qui n'est pas du tout le cas, vu ce que nous venons de voir sur la tontine, notamment. Donc, elle est sur un terrain c'est plus, à mon avis de chercheur et ayant observé la microfinance, c'est plus une question d'exclusion bancaire que de pauvreté, puisque on ne peut pas aujourd'hui affirmer avec conviction, avec preuve à l'appui, que la microfinance sert à lutter directement contre la pauvreté. Alors, on va s'adresser à Joël Pin. Vous êtes le directeur général de Planète Finance, ça a été précisé tout à l'heure. Vous faites au sein de votre groupe à la fois du financement, crédit, épargne, vous faites du rating, c'est de la notation, et vous faites aussi de la formation. Est-ce qu'il n'y a pas un conflit d'intérêts entre tous ces métiers? Ça dépend pour qui on travaille. Si on note et qu'on évalue des institutions de microfinance qu'on a contribué nous-mêmes à mettre en place, oui, il y a une contradiction. Il y a même ce qu'on appelle un conflit d'intérêts. Donc c'est quelque chose qu'on évite soigneusement. Pour rappel, Planète Finance est une organisation non gouvernementale, à but non lucratif, et donc par conséquent, on n'a pas d'intérêt particulier à chercher à capitaliser sur la pauvreté ou, pour répondre à la question que vous posiez avant, à travailler sur une microfinance à tout prix rentable. Nous avons une conviction, c'est que pour que la microfinance se développe, il faut en revanche trouver un modèle économique qui permette à minima de couvrir les coûts, de manière à faire en sorte que ce ne soit pas un puits sans fond et que la microfinance ne serve pas qu'à lutter artificiellement contre la pauvreté, dans le sens où les gens ponctuellement sortent de la pauvreté, mais ils retombent dès qu'on arrête. Donc l'idée, c'est de trouver un modèle économique. Mais pour en revenir à votre question initiale, il faut un arsenal complet d'intervention dans la microfinance et contre la pauvreté. C'est-à-dire que dans certains cas, des institutions de microfinance vont avoir besoin de notation pour pouvoir accéder elles-mêmes au financement dont elles ont besoin. Dans d'autres cas, dans d'autres pays, il y aura besoin d'assistance technique pour bâtir les institutions de microfinance, leur permettre d'opérer. Dans d'autres cas, il y aura déjà une IMF, mais les gens seront insuffisamment formés, donc il y aura un besoin de formation. En fait, la palette et le besoin sont aussi larges en microfinance qu'ils ne le sont en matière bancaire. Alors, Cyril Concho, la microfinance, c'est une idée qui est née au Sud et qui a essaimé au Nord, en France notamment. On connaît l'ADI avec Maria Novak. Comment est-ce que vous percevez ça? Une idée qui naît au Sud et qui essaime au Nord? Oui, alors c'est intéressant parce que finalement, par rapport au sujet précédent, je trouve que finalement, la microfinance n'est que l'institutionnalisation du système des tontines. Quoi. En fait, on passe finalement d'un système qui est fondé avant tout sur la relation sociale, à un système qui est plus formel, qui s'inspire beaucoup plus des techniques du système bancaire. Donc, je pense que ce qui est surtout intéressant, à mon avis, au niveau de la microfinance, et je pense que c'est là où vraiment ça peut jouer un rôle important, c'est sur l'entrepreneuriat, le développement de l'entrepreneuriat. Parce qu'en fait, seule la microfinance est outillée pour financer des entrepreneurs, financer des entreprises de petite taille. Et je pense que vraiment, c'est là où la microfinance, à mon avis, a un rôle important à jouer. Moi, je gère un fonds de capital risque et bon, malheureusement, les tickets d'investissement que nous avons sont beaucoup trop importants pour, je veux dire, l'entrepreneur à ses débuts. Et effectivement, je pense que c'est là où vraiment la microfinance a un rôle à jouer. Et effectivement, comme vous dites, hein, c'est une leçon finalement de voir que la microfinance qui s'est développée au Sud, maintenant devient quelque chose qui prévaut également dans le Nord. Un dernier mot très très court pour une recommandation, une seule, pour le recours donc à cet outil de la microfinance qui explose partout et notamment en Afrique. Mariam. La recommandation serait d'éviter, déjà dans la microfinance, d'éviter de prendre pour général l'idée que les personnes à faible revenu ont avant tout besoin de crédits et de microcrédits. C'est-à-dire qu'il faut surtout chercher à comprendre leurs besoins et leurs pratiques financières, notamment en observant tout simplement les tontines, pour voir que ce n'est pas que le crédit
qui les intéresse et surtout l'épargne est très très important pour ces Joël Pain, très court. Pour moi, l'intérêt, c'est la priorité, c'est d'attirer en réalité l'argent de banques traditionnelles vers ce secteur de microfinance, en les amenant à considérer finalement leur rôle comme un rôle nécessaire d'inclusion financière, c'est-à-dire en drainant une partie de leurs capitaux pour aider des gens à rentrer dans le banc économique et financier, en acceptant éventuellement une rentabilité plus faible que sur des crédits de taille plus importante, mais en endossant le rôle social qu'une entreprise citoyenne ou une banque citoyenne doit jouer aujourd'hui. Joël Pain, merci. Rappelons que vous êtes directeur général de Planète Finance. Merci d'avoir participé à cette émission. Mariam Sangaré, vous êtes économiste et chercheur associé à l'Université de Paris 7. Merci également pour vos lumières autour de ce thème qui passionne. Alors, avant d'ouvrir la page culturelle de ce magazine, je vous propose un tour d'horizon de l'actualité de ces dernières semaines écoulées. C'est le ZAP Africanité. Allons-nous-en. On ne peut pas. Pourquoi? On entend Godot, c'est vrai. On est africain, on est dans cette attente permanente d'un autre Godot. En France, Hassan Kouyaté est un metteur en scène reconnu, un comédien charismatique. Fondateur de compagnie, directeur de troupe, il porte aussi multiples projets en Afrique de l'Ouest, dont un festival de contes. Mais il a tout lâché pour diriger la nouvelle scène nationale de Martinique. Ça fait quelques mois qu'il est reparti. Repeupler l'Afrique et Paris aussi. Ce n'est pas un visage, mais plusieurs. Une Afrique aux multiples facettes dans le regard de Pascal Maître. Reporter, il sillonne le continent depuis plus de 30 ans. Moi, je tiens toujours à aller exposer ce que j'ai fait dans les pays où j'ai pris ces images, où j'ai côtoyé les gens. Et donc, pour le sommet de la francophonie, ce sera une grande expo. Ce seront 100 grandes toiles qui font 1,80 m sur 1,80 m et qui vont être mises sur le parvis de l'hôtel de ville de Dakar. Cette année, 10 films, 12 documentaires et une trentaine de courts-métrages sont présentés au Montréalais. Le Festival international du film Black de Montréal a pour mission de montrer les plus belles découvertes du cinéma Black, mais surtout de poser un regard sur la réalité noire des quatre coins du monde. Cette danse sud-africaine s'appelle le gumboot, ou botte en caoutchouc. Elle a été inventée par les mineurs noirs sud-africains qui faisaient claquer leurs bottes pour communiquer sans être compris des chefs. Dans ce casse-noisette revisité, le ballet de Jobour a gardé la musique de Tchaïkovski, mais la danse russe est remplacée par cette danse sud-africaine. Un médecin qui s'apprête à faire une piqûre à son patient à l'aide d'une fronde pour éviter tout contact avec le malade. En Côte d'Ivoire, la prévention et la sensibilisation contre le virus Ebola passent aussi par le rire. Super Mama Jumbo, c'était un groupe qui était connu comme un groupe révolutionnaire. Pourquoi? Parce qu'on a appris notre indépendance par la guerre. Assemblés en fresque murale ou projetés sur écran géant, ces images attestent de la violence du conflit, de la détresse des Centrafricains. L'objectif est d'interpeller les passants, toucher un autre public, celui qui ne lit pas la presse internationale. On n'a que des échos, mais une telle image nous permet effectivement de nous rendre compte aussi des réalités et de dire que voilà, la crise n'est pas encore finie, ça continue. Union des voix, union des cœurs contre Ebola. Tel ce clip qui regroupe une dizaine d'artistes sénégalais, les figures de proue du mouvement hip-hop notamment, qui ont décidé de sensibiliser en chantant. Vous regardez Africanité sur TV5 Monde. Merci de nous rejoindre en présence de deux nouveaux invités. Il s'agit de deux pointures de la chanson africaine. Nous accueillons Fada Freddy, venu nous parler de son nouvel album, mais également Tikenja Fakoli, que nous saluons. Tikenja qui prend part à une vaste campagne de sensibilisation contre Ebola, qui, comme l'ont montré les images que nous venons de voir dans le ZAP Africanité, continue de progresser. Alors cette campagne est baptisée L'Afrique chante contre Ebola, Africa Sings Against Ebola. Ce sont les artistes africains qui se mobilisent, j'imagine, avec vous pour l'opinion publique internationale? Effectivement, ce sont les artistes africains qui ont décidé de se mobiliser contre Ebola. Nous savons que nous avons un impact sur les populations et donc je pense qu'il faut... nous sommes aujourd'hui
dans notre rôle, d'aller dire, en tout cas aux populations, que Ebola c'est une réalité et qu'il faut aussi suivre les consignes de protection, qu'il ne faut surtout pas céder forcément à la panique, mais qu'il faut savoir que c'est devenu un danger pour les hommes, mais pour tout le continent. Parce que sur le plan économique, je pense que Ebola peut repousser même des investisseurs. Alors on va découvrir ces images en exclusivité sur TV5 Monde. Il y a d'autres artistes autour de vous, vous pouvez en citer quelques-uns? Il y a Mori Kanté, nous attendons Salif Keita et Didier Awadi du Sénégal. Donc on a aussi des artistes locaux qu'on a pris, un groupe guinéen qui s'appelle Banlieusard, parce qu'on pense que c'est des artistes qui s'adressent, en fait, qui sont très très écoutés dans les quartiers populaires à Conakry. Et donc il y a plein d'artistes comme ça. Alors Tiken, cette campagne s'appelle « L'Afrique chante contre Ebola, Africa Things Against Ebola ». Je propose de découvrir quelques images de l'ambiance du tournage de ce clip à paraître. Ebola est dans la rue, aussi dans les campagnes, faut agir pour nos familles. Ne vous embrassez pas, donnez pas d'accolade. Mais ça c'est quoi? Ça c'est quelle situation? Ebola ça fait peur. Aidez-nous. Voilà, c'est ça. Encore une fois, on parle de tragédie, comme une fausse note qui vient dans la mélodie. Ebola, on te pensait depuis leur avenue. Encore un drame qui frappe le continent. L'Afrique a besoin de vaccins, de médicaments. Est-ce que l'espoir pour eux est permis? Faut-il fermer les L'Afrique se mobilise contre Ebola, ils sont très nombreux, vous les avez reconnus, Awadi, Oumou Sangaré, Amadou et Mariam et quelques autres. Un enregistrement effectué entre plusieurs capitales d'Afrique et bien sûr Paris. Alors, Cyril Konchou, Tiken Jah Fakoly en parlait tout à l'heure, les conséquences d'Ebola sont dramatiques, notamment sur le plan économique pour les pays concernés, mais pas seulement, pour l'ensemble de l'Afrique. Est-ce qu'on peut aujourd'hui évaluer ces conséquences ? Oui, effectivement, les conséquences d'Ebola au plan économique pour l'Afrique sont dramatiques. On estime une perte de 1 à 2% de croissance annuelle. Et ça, c'est vraiment dans l'hypothèse où la crise d'Ebola, on réussit à la maîtriser assez rapidement. Donc je pense que la conséquence est encore plus importante au niveau des investisseurs, parce que la perception, il y a beaucoup d'investisseurs aujourd'hui qui hésitent à voyager sur le continent. Donc je pense que c'est important, de la même façon que les artistes africains se mobilisent pour cette cause, que chaque Africain se pose la question de qu'est-ce qu'on fait pour... chacun, je pense, peut apporter sa contribution dans la mesure de ses moyens pour essayer de faire quelque chose pour aider nos frères du Libéria, de la Guinée et de la Sierra Leone. Dans un continent africain aujourd'hui où les relais de croissance sont insolents, la majorité de la population n'a toujours pas accès à l'essentiel. Je m'adresse aux deux artistes qui êtes là, vous qui êtes là sur ce plateau, pour nous dire si quelque part les artistes ne sont pas le relais de la société civile et parfois des sans-voix. Il est vrai que c'est une évidence que les artistes ont marqué des changements notoires dans la conscientisation du peuple et aussi constituent des gens quand même qui contribuent même dans le PIB. Parce que, vous voyez l'exemple de Bob Marley. Aujourd'hui, un chanteur comme Bob Marley a fait que le monde veut s'aventurer en Jamaïque, et pourquoi pas les investisseurs. Donc je pense que nous avons ce même rôle d'ambassadeur, où que nous ayons, de présenter, nous sommes une vitrine de l'Afrique, et aujourd'hui nous en sommes conscients. Et
Je salue d'ailleurs l'initiative de Tikenja qui sait aussi bien que ce combat-là, ça peut être mené aussi bien nous-mêmes que les politiques étant trop. Aujourd'hui, nous avons cette force-là de conscientiser, de mobiliser et mieux d'appeler les investisseurs, de leur donner envie de venir et de prêter main forte et même de s'investir en Afrique. Tiken, les artistes au service de leur population, en relais par rapport à leurs revendications. On vous a vu dans d'autres initiatives, une école, un village. C'est la même chose autour de la mobilisation autour de ce virus? C'est la même chose aujourd'hui, surtout que, voilà, que tous les Africains se mobilisent contre cette maladie qui peut faire très très mal. L'Afrique, c'est le continent de l'avenir. Tout le monde le dit aujourd'hui, hein, mais si on ne fait pas tout pour stopper cette maladie, ça peut avoir des conséquences négatives sur ce rêve-là. Donc les artistes ont un rôle très important à jouer, comme Freddy vient de le dire, c'est ce qu'on essaie de faire. On est écouté, on a un impact sur la population, donc voilà, il y a ce rôle-là, c'est nous qui devons le jouer aujourd'hui, et c'est pourquoi tous ces artistes-là se sont mobilisés, Mori Kanté, Oumou Sangaré, en fait, tous les artistes sont mobilisés aujourd'hui pour qu'on puisse parler à nos compatriotes. Le clip est à découvrir dans quelques jours. Merci pour cette exclusivité pour TV5 Monde. Alors, on a vu le parcours Fada, je m'adresse à vous, de Cyril Konchou, qui est une réussite exemplaire. L'un des maîtres mots, c'est l'éducation. Votre premier groupe s'appelle Daraji. Ça veut dire que l'éducation, c'est le socle de tout épanouissement. Bah oui, effectivement, on avait l'habitude de dire que education is the key, que l'éducation, c'est la clé. La clé de quoi? La clé de tout. La clé du développement, la clé de l'ouverture, la clé de la bonne pensée, la clé de la courtoisie. Tout se résume pour nous à l'éducation. Alors, j'ai envie de demander aux financiers que vous êtes, à l'économiste que vous êtes, est-ce que vous avez le temps d'écouter quelques notes de musique? Quels sont vos goûts? Alors, quels sont mes goûts? C'est vrai que je suis un peu vieux jeu en matière musicale. Hein. Moi, j'ai grandi sous les rythmes de la rumba congolaise et du makossa camerounais. Ah, mais elle est éternelle. Papa Wemba est de retour, donc tout va bien. Absolument, absolument. Mais je suis impressionné par l'effervescence, c'est vrai, culturelle et musicale. Et surtout, il y a deux aspects vraiment qui m'impressionnent dans la musique africaine d'aujourd'hui. C'est son métissage d'abord. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous regardez la plupart des artistes, à la fois par leurs origines, par les genres musicaux, et même les langues, hein, parce qu'aujourd'hui, la plupart des artistes chantent en anglais, en français, dans leur langue vernaculaire. La deuxième chose aussi, et je pense que c'est un atout, hein, la musique africaine maintenant s'exporte. C'est vraiment un produit d'exportation. Et vous avez des artistes ivoiriens, des artistes sénégalais sont très populaires partout dans le monde, quoi. Donc je pense que c'est une chance et une force pour l'Afrique. Et le troisième phénomène aussi que j'observe, hein, par rapport à la musique africaine aujourd'hui, c'est l'émergence culturelle de la musique nigériane. Parce que je trouve que, bon, moi, de mon époque, on n'écoutait pas la musique nigériane. Aujourd'hui, tout le monde écoute la musique nigériane, tout le monde regarde les films, les Nollywood, et je pense que ça témoigne vraiment de l'émergence économique du Nigeria, hein, qui, comme vous le savez, est devenu la première puissance économique en Afrique. C'est un pays qui me fascine beaucoup. Devant l'Afrique du Sud. La culture, un vecteur de développement, on y croit, c'est un credo auquel croit également Tikenja Fakoly. Nous remercions d'être venu ici sur ce plateau pour nous parler de cette campagne de sensibilisation contre Ebola. Je rappelle également que vous êtes en tournée et une date importante à l'Olympia. Rendez-vous le 11 novembre prochain. Merci Tikenja Fakoly. Avant de vous quitter, peut-être la découverte du clip qui illustre le premier album solo de notre invité aussi, Fada Freddy, Within in Time, extrait de l'album Gospel Journey. C'est parti. Let us pretend we've got it together. Let us ignore the coming sun. We'll sing the body electric until the machine and soul are one. I've seen the tweakers struggle, the rangers line the floor. The sacred church life, the dead jobs and government's war. In time, the trees die and light will fade, but I hope for a new path, a new life to take me away. In time, the trees die and light will fade, but I hope for a new path, a new life to take me away. One by one, the monsters tremble, the woods and dirt they feed. Watch all the world in plight, for children must will leave. Let us burn the nation's bodies, let's send boys overseas to fight ghosts in the desert, set up
In time, the dreams die and light will fade, but I hope for a new breath, a new life to take me away. In time, the trees die and light will fade, but I hope for a new breath, a new life to take me away. Singing jump, 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 hey, singing jump, 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 jump. De la musique dans Africanité sur TV5 Monde, Fada Freddy, le retour, premier album solo with Thing in Time, extrait de l'album Gospel Journey. Fada, une vaste tournée pour aller à la rencontre des peuples européens et notamment un point d'orgue, une date parisienne au Trianon le 28 novembre prochain. La scène, ça reste un élément naturel pour l'artiste que vous êtes. Bah oui, aujourd'hui on remarque avec l'avancée de la technologie, surtout que les gens ils écoutent les musiques avec le portable. Et donc de ce fait, il n'y en a plus beaucoup qui achètent les CD. Je pense que le recours, la porte de sortie pour les artistes, c'est d'assimiler le live. Et on s'attelle à ça. Et pour cela, j'ai une très très bonne équipe composée de 5 musiciens qui, avec juste le travail du corps, avec juste les percussions corporelles et des voix, parviennent à faire quelque chose de magique. Alors je vous propose une radioscopie de la culture africaine à la rencontre d'un géant originaire de Guinée. Absolument, on parlait tout à l'heure avec Tikanja Fakoli de ce qui se passe en Guinée, mais on va revenir à la Guinée avec un documentaire qui s'appelle La Trace de Kandia. C'est sur un très grand griot guinéen décédé en 1977, Sori Kandia Kouyaté, un grand monsieur. Et Laurent Chevalier est rentré en Guinée avec le fils Kahabi de Sori Kouyaté, et il en sort un documentaire absolument émouvant qui nous montre un petit peu ce qu'a été cet homme et quelles sont les traces qu'il a laissées aujourd'hui en Guinée. On va voir juste un court extrait de ce documentaire. Cette histoire commence ici, à Manta, un petit village situé en Guinée. C'est là qu'en 1933 est né un griot dont on dit qu'il possédait une voix en or. Sori Kandia Kouyaté, surnommé Kandia, qui deviendra par la suite le chanteur emblématique d'une Afrique devenue indépendante. Kandia, il est issu d'une grande famille, la famille des Kouyaté. Ça, c'est la longue lignée des griots en Afrique de l'Ouest, dans le Mandingue, depuis 7 siècles. Arrive à ce moment-là, 1958, où la Guinée devient indépendante, où Sékou Touré, son leader, dit non à De Gaulle, et tous les jeunes qui sont doués pour la musique, la danse, le chant, vont être mis dans des troupes, vont avoir des entraînements particuliers pour sélectionner les meilleurs et faire le ballet national. Donc Kandia devient le chanteur de la révolution guinéenne et le chantre de Sékou Touré. Kandia est mort en 1977. La télévision est arrivée en Guinée en 1976, donc il y a très très peu d'archives audiovisuelles sur Kandia. Par contre, il se trouve que je connais très bien un de ses fils, Kabi, et beaucoup pensent que Kabi a une voix qui est très proche de celle de son père. D'un seul coup, Kabi arrivant, se mettant à chanter, ils entendent la voix, ils ont comme le sentiment que c'est la voix du père qui revient. Il y a eu une émotion très forte qui a réuni ce groupe d'anciens et le fils de Kandia. Et donc, au lieu d'arrêter le film sur cette quête de qui était mon père, on s'est dit, mais on continue. Après quelques jours de répétition, les doyens sont enfin prêts pour remonter de nouveau sur une scène. Près de 40 ans après avoir accompagné le père, ils vont poursuivre avec le fils, comme pour lui signifier « on est là, et désormais, tant qu'on vivra, on va continuer avec toi sur la trace de Kandia ».
Un géant parmi les grands, Sorikandja Kouyaté, dépositaire de la tradition plusieurs fois millénaire de l'Afrique profonde. Ça vous parle forcément, Fada Freddy? Oui, ça me parle, et ça me parle directement. Je suis né aux HLM, aux HLM 4 à Dakar, et là, il y avait Ma Awa Kouyaté. Et c'est pour moi la première berceuse, mélodiquement parlant, de ma carrière. C'est avec elle que j'ai tété les premières mélodies. Donc, les premières mélodies que j'ai jamais tétées, c'était des mélodies mandingues. Et donc, de voir que cette famille élargie de griots constitue le patrimoine de la musique, je dirais entre guillemets, de l'Empire du Mali, on ne peut qu'être fier et ça nous fait une grande émotion. J'espère que la génération actuelle, aussi ouverte qu'elle soit, saura cultiver et conserver la grandeur de ce trésor-là. Notamment avec Sekouba Bambino. Absolument. Alors, Cyril Konchou, Fada Freddy parlait de patrimoine. Là, c'est un documentaire qui écrit un petit peu l'histoire de l'Afrique. C'est extrêmement important, mais le documentaire, c'est un domaine exigeant où parfois il y a peu d'argent. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un financier comme vous puisse se lancer dans un domaine comme celui-là? Écoutez, oui, c'est vrai qu'en matière culturelle et notamment en matière de production artistique de ce genre, il n'y a pas beaucoup de produits finalement de bonne qualité, il faut le reconnaître, qui viennent de l'Afrique. Je pense que c'est quelque chose que... Et c'était intéressant d'ailleurs de voir les images. Je crois qu'il y a un passage qui dit que c'était vraiment les débuts de la télévision. Malheureusement, une des choses en Afrique, c'est qu'on n'a pas la mémoire finalement de beaucoup de ces artistes malheureusement disparus qui effectivement appartiennent vraiment au patrimoine culturel de l'Afrique. Donc je pense que, en tout cas, ce serait très intéressant si on était capable d'avoir comme ça des documentaires qui retracent finalement les origines de la musique africaine, parce que c'est vrai qu'on la retrouve finalement aujourd'hui, à travers tous les artistes aujourd'hui, on retrouve finalement beaucoup des bases effectivement qui ont été posées par ces pères fondateurs, je veux dire, de la musique africaine. La culture, généralement, constitue un bastion encore à prendre pour le développement de plus-value pour l'Afrique. On voit de nombreuses multinationales s'établir là-bas. Je voulais faire le pont entre vous deux, puisque je vous disais que son premier groupe, Alajiman, Fada Freddy, Nongodi, c'était Daraji, c'était la science, la culture. Je voudrais que vous nous disiez vraiment un mot sur Enco Éducation. Qu'est-ce que vous y faites concrètement ? Alors, Enco Éducation, c'est une initiative effectivement que j'ai lancée il y a à peu près un an de cela. L'idée vraiment pour moi, c'est de donner la possibilité aux jeunes Africains de profiter des chances que moi j'ai eues de pouvoir faire de bonnes études, donc d'accéder aux meilleures écoles. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer, on essaie de bâtir un réseau d'écoles en Afrique en investissant dans des écoles et en essayant d'améliorer la qualité de l'éducation pour l'amener à un standard international, tout en la rendant accessible, je dirais, à la classe moyenne. Donc on essaie effectivement de délivrer un enseignement de qualité qui est accessible à la classe moyenne. C'est effectivement l'idée d'Enco Éducation. Et on espère donc d'ici 5 ans avoir à peu près 20 000 élèves sur toute l'Afrique, sur une cinquantaine d'écoles. Donc c'est vraiment, on a des projets de développement ambitieux et vraiment, pour moi, le but c'est vraiment à travers ça de pouvoir remercier finalement, je dirais, des chances que j'ai pu avoir d'avoir ce parcours académique. Alors je propose d'établir un pont entre l'éducation et l'histoire à travers ce livre extraordinaire baptisé Corse 1943, les combattants de la liberté. C'est aussi une exposition que vous pouvez aller découvrir si vous habitez dans la région parisienne. Ça se passe en ce moment au musée de l'immigration et c'est tout au long du mois de novembre prochain. C'est un sujet qui doit vous parler. C'est un hommage rendu à ces anciens combattants, les Goumiers qui sont venus du nord de l'Afrique et à tous ceux qui sont venus libérer l'Europe, la France et la Corse en particulier du joug donc de l'Allemagne nazie. Ça s'appelle Corse 1943, les combattants de la liberté. C'est une expo et c'est également un livre que je vous offre. Sans plus attendre, je sais que vous êtes sensible à ce genre de sujet. À découvrir donc Memoria, n'oubliez pas, c'est en ce moment au musée de l'immigration. Le photographe Roberto Battistini vous y attend. Allez-y faire un tour. Et peut-être aussi en résonance avec un autre livre. Un autre livre intitulé Poilu nègre, soldats créoles et africains en 14-18. C'est un livre qui revient un petit peu sur l'histoire, là aussi il s'agit de patrimoine, l'histoire donc de ces soldats africains
et antillais, mais pas seulement, hein, il y avait aussi des Guyanais, etc., qui ont participé à la guerre de 14-18. Alors, en ce centenaire de cette première guerre mondiale, Mathieu Méranville et Serge Billet ont publié ce livre aux éditions Dagan. C'est intitulé « Poilu nègre à découvrir ». Christian, après le livre, la lecture, les expositions, peut-être les planches du théâtre africain? Oui, les Recréatrales, c'est une initiative absolument géniale. Ça se passe dans un quartier populaire de Ouagadougou, au Burkina Faso. Ça existe depuis 12 ans. Et tous les 2 ans, entre février et novembre, dont ça a lieu actuellement, pour ceux qui ont la chance de passer au Burkina Faso, vous pouvez y aller. Ça se passe dans la rue, dans les familles. C'est du théâtre, du spectacle vivant. C'est absolument magnifique. Recréatrales à découvrir à Ouagadougou, au Burkina Faso. De la culture à foison, Christian, peut-on parler de cinéma, de 7e art? Avec plaisir, parce que nous allons à Yaoundé, c'est le festival Yara, la première édition de ce festival créé par une jeune styliste, Patricia Mounet, qui a longtemps cheminé avec Basek Bakobio, Écran Noir. Et là, elle se lance dans un festival dans lequel on va célébrer les premiers films de réalisateurs célèbres ou moins célèbres, camerounais entre autres. On va y voir par exemple la première de Sembène Ousmane et d'autres films du même acabit. Ça se passe à l'Institut français le mois prochain. C'est à Yaoundé. Si vous passez par là ou si vous habitez la ville, courez-y. Ce sera vraiment l'occasion de découvrir ou de redécouvrir des films importants ou plus inattendus. Le festival, je tiens à le souligner, va se terminer par 6 courts-métrages qui seront réalisés pendant le temps du festival. Yara 2014 à Yaoundé, à l'Institut français. Cyril Kounché, on a parlé tout à l'heure de la musique, vecteur de développement. Il en va de même pour la mode. C'est un secteur important. Le textile est une industrie qui devrait pouvoir générer de nombreux flux et notamment des emplois. J'ai vu que vous avez un dandy à vos côtés. C'était juste pour faire la transition avec les 20 ans d'un magicien du rêve et de la création. Il s'appelle Gilles Touré. Il vous invite à célébrer Féerie, 20 ans de mode. C'est à partir du 8 novembre prochain. C'est Gilles Touré, un jeune créateur ivoirien qui célèbre donc la beauté, qui magnifie les femmes africaines. Ça découvrir rapidement. Si ça n'est déjà fait, l'industrie textile, un pan entier de l'économie encore endormi? Absolument, et je pense que vraiment il y a matière là, purement au plan financier. Il y a d'ailleurs un investissement qui a été fait récemment par un fonds de capital risque dans une société qui développe, développe vraiment beaucoup de tissus africains, une société néerlandaise qui en fait est la société qui est effectivement le créateur de certains produits wax de type du wax hollandais. Tout à fait. Alors Gilles Touré, pour votre gouverne, est quelqu'un qui est passé dans l'escarcelle de Paco Rabanne et on sait, ce sera d'ailleurs l'un des prochains thèmes d'une émission consacrée à la mode ici à Africanité. La musique, la mode, on voit que c'est un secteur qui explose un peu partout, les multinationales qui s'installent au cœur du continent. On n'y aurait pas cru il y a 20 ans, Fada Freddy. Bah oui, et je pense que ça inspire l'espoir. Ça inspire l'espoir et puis ça indique la direction du développement africain. Tout le monde s'intéresse aujourd'hui à l'Afrique parce que nous avons les ressources, nous avons aussi les ressources humaines pour développer tout ceci. Il suffit juste d'avoir confiance les uns des autres. Et surtout, comme tout à l'heure on l'a cité, quand il y a des cas comme la propagation de l'Ebola, de rester serein et surtout de ne pas dire non aux voisins africains. Parce qu'il ne faut pas que des maladies nous empêchent de nous aimer, de nous ouvrir les portes les uns les autres. Il faut au contraire se ressaisir, s'entraider. On a aidé la France à se libérer. L'Afrique doit s'aider elle-même. Et aujourd'hui, quand on est en période de difficulté, la France doit aussi bien pouvoir rendre la monnaie ainsi que le reste du monde parce qu'on a assez donné au monde entier. Merci Fada Freddy. On rappelle qu'il y a un album, Within in Time. C'est le premier album solo baptisé Gospel Journey. Within in Time, c'est le premier extrait en fait, qui a une tournée française, on va dire même quasiment européenne, avec une date au Trianon le 28 novembre prochain. Cyril Kounché y sera. Il nous l'a confirmé. Vous êtes mes invités. J'invite tout le monde. Ce sera spécial. Merci. Absolument. On rappelle aussi que Tikenja Fakoli est venu sur ce plateau pour nous parler de cette campagne de mobilisation autour d'Ebola. On en reparlera abondamment sur TV5 Monde en découvrant les images exclusives de ce clip où Moussa Garé et quelques autres artistes joignent la voix au bénéfice donc du recul de cette maladie qui hélas progresse encore. Je rappelle que nous accueillons également tout à l'heure Célestin Mayoukou qui n'est autre que l'auteur du livre Le système des tontunes
en Afrique, un système bancaire informel paru aux éditions L'Harmattan. Cyril Konchou, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission qui était consacrée donc au thème des tontines et de la microfinance. Merci Christian Éboulet. Je vous rappelle également que vous pouvez réagir à cette émission sur notre site tv5monde.com ainsi que sur tous les réseaux sociaux, réagir mais également revoir l'émission. On se quitte en musique avec pas n'importe qui, c'est Fada Freddy. Rendez-vous au mois prochain. Salut! So long I was blind in my mind, but now I realize I can open my eyes and see it was me all along, was accusing the darkness when I was the one blocking out my sun. I stood for so long waiting for my ship to come. I was washed up and used, I was trampled and bruised, but here's the news. 'Cause every little moment you spend on a worry, you spend on a fear, you just give it room to grow. So take back your fear and your worrying and just clear your path away. No, 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 no. Ooh. No, 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 no. Ooh. The trouble don't come round here no more, knowing I stopped accusing when there's no divine. Tell me where would it hide? 'Cause here in the great hall of mirrors, you get what you give, you project what you live, reflect what you give. Great waves of sunshine are coming up your way. Open up the floodgate and let your love light shine in. 'Cause every little moment you spend on a worry, you spend on a fear, you just give it room.